Bonjour et joyeux confinement à tous. Il y a cette idée, expérimentalement démontrée, que nous communiquons à 90% par signaux non verbaux. Sans mots, sans phrases, rien. C'est peut-être les yeux, le froncement des sourcils, l'ouverture des membres, le fait d'être avachi, et j'en passe. Tous ces signaux nous renseignent sur l'état des personnes avec qui on communique, de façon plutôt fiable. C'est d'autant plus intéressant que ce sont souvent des réflexes dont on n'a donc pas conscience. À ce propos, les politiciens, les personnes publiques, etc., se forment à maîtriser ça pour dégager une certaine assurance, une certaine confiance lors de leurs apparitions publiques. S'ils le font, c'est pas un hasard. Mais en tout cas, pour la majorité d'entre nous, ces cours ne sont pas accessibles, on ne sait même pas qu'ils existent, et nous continuons à être victimes de nos réflexes. Je dis victimes tant que nous ne voyons pas l'intérêt de ces signaux, parce que ces signaux-là, si on les fait naturellement, c'est clairement pour servir une fonction. Se comprendre les uns les autres, au-delà des mots qui ne permettent que de préciser notre état, et surtout s'assurer que l'on se comprend pour de bon. Donc l'idée du présent article, c'est de dire qu'avec cette conscience, cette connaissance des signaux non verbaux, on peut faire autre chose que manipuler. Parce que bien entendu, en décodant les autres, on peut plus facilement peut-être les manipuler, ça confère une forme d'ascendant psychologique, potentiellement, parce qu'on pourrait la comprendre mieux, presque, cette personne, qu'elle se comprendrait elle-même à l'instant T. Au lieu de ça, considérons plutôt l'intérêt évolutif de cette fonction, d'après moi. C'est l'empathie et l'entraide. Euh, alors je ne sais pas si c'est la culture dans laquelle moi j'ai grandi, un Français né dans les années 90. C'est peut-être un paramètre qui fait que globalement, dans mes relations, je vois parfois des personnes qui semblent ne pas vouloir dire directement ce qui leur passe par la tête et le cœur. Mais quels sont leurs sentiments et besoins du moment? C'est difficile de le comprendre parfois. Eh bien, prendre conscience de ce qui est caché, donc non verbal, ça requiert bien entendu une attention, c'est une première certitude. Je pense qu'on ne peut pas espérer un résultat satisfaisant dans une relation si on n'y porte pas attention au présent, pour comprendre ce qui est vivant pour l'autre et pour soi. D'ailleurs, le prérequis à ce dont je parle, c'est de considérer qu'une communication entre deux personnes, ça intervient pour répondre à des besoins, principalement. Je crois vraiment, personnellement, qu'un humain dont les besoins sont comblés à un moment donné n'a pas de grande raison de communiquer à ce moment-là. Du coup, partant de ce constat, l'idée principale, c'est de garder conscience de ce langage non verbal, une sorte de langage, pour tenter de se comprendre et de satisfaire mutuellement nos besoins. Euh, si on n'essayait pas de satisfaire mutuellement nos besoins, pourquoi est-ce qu'on serait une espèce sociale, après tout? Je vais prendre un exemple. Le besoin de considération, admettons que vous parliez à votre interlocuteur d'un sujet, d'une idée, et cette personne féminine cause toujours tu m'intéresses. Parce que potentiellement, elle a proposé auparavant, ça peut être des jours, des mois, voire même plus, elle a proposé une idée que rationnellement vous avez réfutée. Vous aviez toutes les raisons de penser que c'était une mauvaise idée. Ok, très bien. Déjà, il est important de se dire que c'est une opinion personnelle et pas une observation, c'est pas quelque chose d'objectif. À ce moment-là, il n'est pas impossible que la personne se sente frustrée, voire blessée, parce que son besoin d'être considéré n'a pas été très satisfait. Je crois vraiment que pour le cœur, aucun choix n'est bon ou mauvais, et c'est ce qui fait que parfois, en étant uniquement sur le rationnel, l'intellectuel, on a du mal à comprendre pourquoi les situations, les communications ont du mal à avancer en quelque sorte. C'est Rumi, le philosophe soufi, qui disait par-delà le bien et le mal, il y a un champ. Je crois que c'est par-delà ce champ que se situe le cœur d'une communication vraiment authentique, si je puis dire. Mais revenons à notre dialogue. C'est à ce moment-là du dialogue que les signaux non-verbaux les plus critiques risquent de se manifester. Lever les épaules, froncer les sourcils, regarder sur le côté en baissant les yeux, etc. Toute chose en fait qui peut nous faire penser que la personne se renferme. Euh, je vous invite à vous faire confiance. Je pense qu'on est instinctivement équipé pour comprendre la personne. C'est c'est dans nos gènes en quelque sorte de survivre par cette compréhension des autres. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Commencer par se demander si on est bien intentionné et si l'on souhaite le bien commun à ce moment-là. Quand je dis bien commun, je parle de la satisfaction mutuelle des besoins.
Ensuite, essayer de rester dans l'attention du moment présent et aider la personne à mettre en mots ce qui lui traverse le cœur et l'esprit. C'est peut-être ça, je crois, la beauté de nos mots, une sorte de guide pour explorer la vérité de nos besoins, grâce au dialogue. Et le mieux pour rester positif, c'est que nos corps s'expriment sans qu'on le veuille, comme je le disais tout à l'heure. Comme si un décideur intérieur disait « Tes besoins existent et ont de la valeur. Aide les autres à t'aider pour les satisfaire. » Donc en fait, je crois que l'un des plus beaux outils que l'on a à disposition en tant qu'humain, c'est cette possibilité d'expression et d'écoute qui est un peu instinctive, qui nous permet de nous comprendre pour améliorer la qualité de vie de tous. Instinctive donc, certes, mais que la conscience, j'allais dire confiance, que la conscience parfois nous aide à faire revenir sur le devant de la scène pour vraiment résoudre les problématiques qu'on a. Donc je vous invite à observer et interagir comme l'un des principes de permaculture le suggère. Par exemple, tiens, je constate que tu as levé les yeux au ciel quand je t'ai parlé de ce que je voulais faire cet après-midi. J'ai l'impression que tu te sens contrarié. C'est le cas ? Inviter la personne à formuler ses besoins en prenant conscience de son sentiment en présence. C'est quelque chose qui aide à comprendre la personne, mais aussi à se comprendre soi-même. Il y a un point important que j'ai envie d'évoquer quand même, c'est que il faut savoir que notre cerveau traite l'immense majorité des informations de manière inconsciente. C'est une sorte de logiciel de survie. Et savoir où nous en sommes de nos sentiments et de nos besoins, à mon sens, rentre un peu dans cette catégorie des données traitées inconsciemment. Ce mode d'économie d'énergie, forcément, peut nous mener la vie dure parfois. Parce que d'accord, on survit un peu grâce à ça, sinon on s'épuiserait à traiter toutes les informations. Mais par ailleurs, heureusement finalement que de temps en temps, on a cette conscience qui nous permet de traiter ces choses importantes et pas forcément très saillantes, des besoins qui se cachent derrière les non-dits. Parce que quoi de plus important que ça finalement, que de réussir à traiter nos besoins de manière efficace, équitable. Voilà, ça me semble être l'une des meilleures choses pour éviter les conflits. Et c'est de ça que je vais parler maintenant, un petit peu le cœur du sujet, même si j'ai pris du temps pour parler de tout ça. C'est toutes les télécommunications aujourd'hui, tout ce qu'on a comme technologie pour pouvoir communiquer entre nous à distance. On prend l'exemple du SMS, près de 180 milliards ont été envoyés en France chaque année, selon l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ça fait quand même plus de 5400 par seconde, presque 40 milliards depuis le début de l'année 2020. Ok, quand quelque chose est utilisé à ce point-là, par autant de personnes, c'est parce que ça a beaucoup d'avantages, bien entendu. Ça, je l'accorde complètement. Mais c'est quoi le revers de la médaille, en fait ? Parce que j'imagine que tout a son revers. Toute médaille a son revers. Côté SMS, je dirais que le caractère complet d'une communication, ce dont je parlais avant, avec les sentiments, etc., on le perd. Le caractère complet d'une communication, on le perd car on ne fait plus qu'échanger des infos plutôt que des attitudes, des sentiments et des besoins. Alors donc voilà, je continue à admettre, on peut très bien échanger tout cela par SMS, mais à mon sens ce sera très principalement intellectuel et ça ampute une partie de nos sens, qui sont des capteurs naturels à comprendre notre environnement en réalité. Donc ok, on gagne de l'efficacité, mais nous perdons par ailleurs une partie de notre entièreté, je le crains. Pour illustrer mon raisonnement, pensons à un voyageur. Il commence par regarder sur une carte, puis à l'aide de photos, une destination qui lui plairait. Il fait des recherches sur internet, des photos, pourquoi pas des vidéos. Super, j'ai grave envie d'aller là-bas. En Chine par exemple, se dit-il. Mais tant qu'il n'y est pas allé, il ne peut pas avoir vécu et compris pleinement la réalité du lieu visité. Et encore, même sur place, il y a tellement de manières plus ou moins complète de voyager, qu'un Français ne sera jamais un Chinois. Même s'il part voyager, vivre pendant des années. En fait, voilà, pour faire le parallèle, je dirais que nos communications ont un caractère sensible à vivre pleinement par le biais de tous nos sens, et que en fait, les télécommunications, elles sont aux relations humaines ce que la théorie est à la pratique. On pourrait lire tous les bouquins du monde, toutes les cartes, toutes les photos et vidéos pour découvrir un pays. On ne pourrait pas en comprendre pleinement le sens, la culture, l'entièreté de tout cela. Les appels téléphoniques, pour leur part, sont sensiblement plus complets. Contrairement aux SMS et autres messageries, on a la voix de la personne, ce qui est déjà infiniment plus enrichissant pour se comprendre.
Le timbre de voix renseigne beaucoup quand même sur notre état d'esprit. On se rend compte très très rapidement quand quelqu'un ne va pas au téléphone, même si ses mots veulent prétendre le contraire. Euh, bon, je ne vais même pas parler ici de l'enjeu écologique des télécommunications avec l'extraction de ressources pour fabriquer des téléphones, smartphones, etc. Quand je constate qu'un téléphone fixe d'époque, même il y a 10 ans, pouvait fonctionner sans autre courant électrique que la prise téléphonique, avec une durée de vie de plusieurs décennies, et que voilà, je vois des vidéos de populations entières qui vont extraire du tantal dans des mines, etc. Alors qu'on a des téléphones qui fonctionnent bien par ailleurs. Je sais que là, je mêle une autre problématique à cette discussion, mais bon, sans trop vouloir en parler, ça me fout un petit peu les boules quand même, je dois être honnête. Donc, une invitation à faire la part des choses maintenant, parce que bien entendu, je ne rejette pas toutes ces technologies. Rien n'est fondamentalement bon ou mauvais. C'est l'utilisation qu'on en fait qui compte. Comme je disais tout à l'heure, voilà, par-delà le bien et le mal, il y a un champ. Donc, pour faire un parallèle, niveau télécommunications, de même que la voiture a permis de découvrir plus facilement des territoires lointains pour chaque famille, aller en voyage, aller faire du tourisme, etc. Déménager où on veut tout en étant plutôt proche de nos familles, de nos amis, etc. etc. Et ben, tout ça, c'est accompagné d'une importante extraction des ressources et donc de pollution. Et on sait bien aujourd'hui qu'un système basé sur la voiture pour chacun, ce n'est pas soutenable. Euh, Gardons ça en tête pour en revenir aux télécommunications. On peut les considérer comme une voiture. Elles sont formidables si elles sont utilisées à bon escient. Et en ce temps de confinement, mais bien entendu, quel bienfait de pouvoir prendre des nouvelles d'êtres chers qui habitent loin ou en tout cas qui ne sont pas sous le même toit. C'est merveilleux aussi de pouvoir rencontrer virtuellement, entre guillemets, des personnes sur la base de valeurs communes, ce qui va permettre ensuite d'impulser des rencontres par ailleurs, etc. Là, je parle plutôt des réseaux sociaux. Mais comme voyager en voiture, ça ne permet pas de clairement lire un paysage, passer notre temps au téléphone, de la même façon, ça nous coupe d'une forme de lecture et donc, à mon avis, d'une santé de l'esprit, par la compréhension authentique de ce qu'est l'autre. Euh, Rencontrer l'autre pour discuter, c'est un peu comme faire du vélo, j'ai l'impression. Ça peut être fatigant selon le chemin qu'on doit emprunter, c'est clairement pas toujours le plus rapide, mais ça nous entretient, quoi. Ça entretient notre santé et en plus ça nous fait voir ça nous fait voir du paysage, pardon. Toutes ces images, je les utilise pour vous inviter à maximiser les interactions réelles avec vos semblables, à tenter de ne pas vous défiler face à une conversation que vous saurez douloureuse, même si c'est très facile à dire, je vous le concède sans problème. Et bien entendu, je ne dis pas que moi je suis un exemple, au contraire, il y a plein de gens qui me connaissent qui pourront me dire que je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur par exemple, et que j'écris beaucoup. Bref, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Pour conclure, en fait, à la longue de mon chemin à travers la permaculture, aussi bien agricole qu'humaine, parce que c'est important pour moi de bien montrer que cette démarche, elle inclut aussi l'humain, j'ai forgé une opinion vraiment solide, hein, que c'est en communiquant avec le cœur qu'on peut bâtir des communautés saines, qui partagent équitablement au mieux. Donc, essayons chaque jour de nous mettre à la place des autres, de les comprendre et de se relier à eux. Ça me fait penser à ce que disait Marshall Rosenberg, père de la communication non violente. Ce brave monsieur disait connect before correct, ce que je trouve très sage. Ça veut dire en français, globalement, ma traduction, c'est relier avant d'aider. D'abord tenter de se comprendre, d'aller par-delà le bien et le mal, dans ce champ, ce fameux champ, au-delà du bien et du mal, pour ensuite essayer de composer ensemble et de satisfaire mutuellement nos besoins. Voilà, j'ai terminé en fait pour cette explication que j'avais envie de partager avec vous sur la communication empathique par le non-verbal et on va dire le côté malsain potentiellement que pourrait avoir l'excès des télécommunications, notamment parce qu'aujourd'hui avec le confinement ça devient un de nos outils de prédilection et que j'ai pas envie qu'on prenne ça comme une panacée dont on devrait abuser. Voilà, à propos de la série 30 jours pour y penser, dans le cadre du confinement lié au coronavirus, j'ai décidé de publier 30 articles pendant 30 jours autour de la nature et de l'humain pour comprendre et dessiner un monde durable et joyeux parce que j'avais du temps pour réfléchir grâce à tout ça et que j'avais envie de le partager avec vous tous. Donc je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et je vous dis à demain pour un autre article.
Je ne sais pas si ce sera écrit, audio ou vidéo. Ça, c'est la liberté que j'avais envie de me proposer. Euh, je vous invite à me dire ce que vous préférez, à critiquer, à commenter, à discuter de tout ça, me donner vos opinions pour pouvoir sur les réseaux sociaux continuer un petit peu à dessiner ce monde de demain. Allez, à plus!